l'AFIS. Il n'y a pas de T. Calme-toi. L'AFIS Science, l'association française pour l'information scientifique. C'est une revue extrêmement intéressante qui fait de la science, qui fait de la méthodologie, qui fait aussi un peu de zététique au travers de ses enquêtes et ce genre de choses. C'est très intéressant. Il n'utilise pas spécialement le terme de zététique parce que le terme de zététique en soi, techniquement, n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme de zététique ou quoi que ce soit. C'est plus un néologisme. Mais bref. Ce qui est assez intéressant, c'est que récemment, il traite de dérives aussi. Et récemment, dans un article du 2 mai dernier, il traite des dérives, il dénonce des dérives qui sont l'intrusion idéologique en science. À propos de l'ouvrage « Le genre des sciences ». Vous allez voir, forcément, c'est l'AFIS, c'est de la science, c'est un peu prout-prout. Mais en substrat, c'est très intéressant. Attention, please. Donc, intrusion idéologique en science à propos de l'ouvrage Le genre des sciences. En fait, ce truc résonne notamment récemment, souvenez-vous, il y a une personne, je tairai son nom, mais ça commence par T et ça finit par Ronchambier, qui avait dit dans une interview que, à présent, enfin, nouveau credo, c'est-à-dire qu'il estime que X est vrai, il va militer pour prouver que X est vrai. Il va militer. Il est dans une intrusion idéologique, politique. Et du coup, cet article de l'AFIS tombe à juste titre. Les études de genre font l'objet de nombreuses controverses. On a fait beaucoup de vidéos sur les théories de genre, j'ai une playlist dédiée aux woke, LGBT, théories de genre et tout ça, n'hésitez pas à les piocher. Ce courant de pensée pluridisciplinaire, apparu aux États-Unis dans les années 1960, s'est particulièrement développé en France en début des années 2020. De nombreuses équipes universitaires ont été créées dans les facultés des sciences humaines et sociales, les fameuses SHS, pour explorer ce qui n'est généralement pas affiché comme une discipline, mais comme un vaste champ de recherche. Effectivement, on peinera à trouver la définition. Attends, mes yeux ont vrillé parce que j'avais cru que j'avais pas lancé l'enregistrement, mais je l'ai lancé. Un vaste champ. Effectivement, on peinera à trouver une définition unique ou consensuelle. Un article publié en 2014 dans CNRS, le journal, présentait les études de genre comme visant à interroger ce qui peut sembler naturel, lié à la biologie et au sexe physique, dans les différences entre les hommes et femmes, pour établir s'il ne s'agit pas plutôt de construction sociale. Vous avez remarqué d'ailleurs le terme de construction sociale a un peu diminué, je trouve, sur les réseaux sociaux. On en parle de moins en moins. Ça a un peu été remplacé par systémique, et même systémique lui-même a un peu périclité, je trouve. La prudence et la précision devraient s'imposer pour éviter les disputes stériles sur un sujet aussi controversé. Et plutôt que de rejeter en bloc une théorie du genre imaginaire, reconnaissons aux études de genre le mérite d'avoir contribué à distinguer ces concepts importants de sexe et genre. Et méfions-nous des discours tendant à les amalgamer dans le but d'occulter soit les dimensions biologiques du sexe, soit les dimensions sociales du genre. Notre propos n'est pas d'entrer dans une analyse d'un courant de pensée très multiforme, où juste de termes importants comme sexe ou genre ne sont pas toujours définis de façon homogène. Mais un point commun caractérise la plupart de ceux qui en font la promotion. Les études de genre auraient une portée générale qui impacterait toutes les disciplines. Un récent ouvrage intitulé « Le genre des sciences », approche épistémologique et pluridisciplinaire, Le bord de l'eau, juillet 2022, se propose d'analyser comment et en quoi les études de genre permettent de retravailler les disciplines scientifiques. Selon la 4e de couverture. Il consiste en un recueil d'articles précédé d'une longue introduction intitulée « Le genre, une omission scientifique qui ne tient plus » et signé de 5 chercheurs en sciences humaines et sociales de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, dont les 3 sociologues coordinatrices de l'ouvrage. L'introduction, qui dessine le projet éditorial, est un article à part entière. Elle précède 12 textes de factures très différentes qui n'épousent pas forcément tous les partis pris de l'introduction. Certains revendiquent une absence de différence entre sexe et genre, d'autres, à l'inverse, distinguent les deux concepts et présentent une réflexion qui décrit des biais liés au sexe biologique dans certaines disciplines.
à partir du point de vue que toutes les différences entre hommes et femmes s'expliqueraient par des facteurs culturels. Les auteurs en arrivent à la remise en cause de toute objectivité en science. C'est cette introduction que nous analysons ici. Oui, je vais au live de Thomas Sirix à 21h si je dis pas de bêtises. Une relecture des sciences à l'aune des études de genre. La thèse défendue est que les études de genre issues des sciences humaines et sociales révolutionnent les autres disciplines scientifiques, non seulement dans leurs méthodes, mais aussi dans leurs résultats et dans les connaissances établies. Pour les auteurs, le concept de genre, opérateur de lecture fréquemment négligé, est à la source de tous les raisonnements épistémiques, soulignés par nous. Les travaux scientifiques en cours dans toutes les disciplines dissimuleraient les caractéristiques masculines qui ne disent jamais leur nom, comme la sous-évaluation de la douleur ou du stress dans les recherches de laboratoire. Moi, il y a un truc qui me tue, hein, les SHS, sciences. C'est péjoratif de dire sciences molles par rapport aux sciences dures, mais ce qu'il faut entendre par là, c'est que sciences dures, la science, ce sont des faits que tu testes, que tu peux retester, que tu peux re-retester, tu peux contre-tester, mais au final, tu arriveras toujours au même résultat. La science dure. Voilà, c'est science dure. Les SHS, c'est de l'interprétation. C'est comme si tu prends la Bible, un livre, des philosophes, Descartes, Tocqueville et autres Zarathustra, et que t'en fais une interprétation, t'en fais une analyse, sous couvert de science, humaine. Mais le problème, c'est que tu vas donner le texte à 15 personnes, tu auras 15 analyses différentes. Il n'y a rien de consistant. On est dans l'interprétation. Et tu peux pas donner la même valeur que les sciences dures. C'est pas possible. On n'est pas dans le même domaine. Ça ne devrait même pas se comparer au bout d'un moment. Regarde, la science, elle dit ça. Ouais, mais regarde, là, dans le livre, SHS, ils disent que Dieu existe. C'est bien la preuve que. Puis ça concorde. Mais non. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas. Bref. Le sexe, une construction culturelle. La séparation des individus, en deux catégories de sexe bien distinctes, relèverait centralement du domaine politique et non de la biologie ou de la nature. Ainsi, en serait-il d'ailleurs plus généralement de toute opération humaine de classification sur les corps, les auteurs affirment que l'apport des sciences humaines et sociales à la biologie serait de reposer la question centrale de la complexité et de la détermination du sexe dans l'espèce humaine, suggérant d'abandonner la dualité des déterminations fondées sur les critères habituels que sont les chromosomes XX et XY, l'anatomie, la morphologie et le taux d'hormones androgènes, testostérone notamment, au profit d'une pluralité de combinaisons documentées par les dernières découvertes scientifiques. D'une façon générale, pour les auteurs, la barrière entre les deux concepts, genre et sexe, ne tient plus, et le sexe présumé naturel n'est qu'une construction au caractère profondément social. Donc le sexe et le genre, ce sont des constructions sociales. C'est pas parce que t'as des boobs que t'es une femme. C'est pas parce que t'as un zizi que tu peux pas faire la machine à laver. Admettons, eux ils partent sur ce postulat-là. Et je suis d'accord, une nana peut très bien faire du rallye, il y a qu'à voir, comment elle s'appelait Catherine Mouton? Non. Laurence Mouton? Merde, comment elle s'appelle? Rallye Mouton. Qui est une nana qui était Michel Mouton, pardon. Michel Mouton, qui était une pilote de rallye, mais monstrueuse. Et ça manque. Ça manque de pilotes femmes. Évidemment que ça manque. Bordel de merde. Il faut y aller. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, j'y vois aucun problème. Enfin, il n'y a aucun problème. Ma fille joue des fois avec des camions de pompiers. C'est pas grave. Mais c'est pas parce qu'elle joue avec un camion de pompiers que d'un coup, il faut qu'elle s'enlève les nichons et que c'est un garçon. Parce que d'un côté, ils te disent construction sociale, c'est pas parce que t'as un zizi que t'es un homme et tout. Mais par contre, de l'autre côté, oh là là, je me sens homme, on enlève les seins. Mais je croyais que les seins, c'était pas forcément un symbole d'être une femme, que. Et du coup, ils sont dans une dissonance cognitive et il y a aucune logique dans les idées qui font ça. Personne n'a dit ça. Si je le dis, c'est que je l'ai lu hein, et qu'on l'a traité dans différents articles. Récemment, des gamins qui jouaient avec des camions de pompiers ou avec des poupées et que du coup, ils se disent oh, peut-être qu'il est transgenre et qu'ils veulent entamer leur transition. Alors, personne n'a dit ça. Tina,
Tout le monde ne dit pas ça non plus. Une personne a dit ça, pour l'instant. Ou deux. Bon allez, une dizaine. Voilà, on est d'accord. Genre n'est pas sexe biologique. Non mais on est d'accord là-dessus. Là-dessus on est d'accord. Mais du coup, ils font la différence. Dans l'espèce humaine, les différences entre les hommes et les femmes ont d'une manière évidente une composante socioculturelle. Mais nier les différences biologiques et tout ramener à ce caractère profondément social est une conclusion dont on peinera à trouver la preuve. En fait, Tina, ce que ça revient là-dedans, et que ça revient au travers de cette phrase, c'est par exemple les femmes trans qui te disent « une femme trans est une femme ». Non. Et si tu dis ça, t'es transphobe. Certes, les variations rencontrées dans la nature sont telles qu'il sera difficile de trouver des critères de démarcation absolus permettant à une réponse binaire pour toutes les personnes. Les individus intersexes correspondent à environ 1,7% des naissances. En valeur absolue, 1,7% représente beaucoup de personnes, mais à l'échelle de la population, la caractérisation du sexe biologique est sans ambiguïté. Une fois le constat de la construction socioculturelle du sexe et du genre posé, l'objectif de l'ouvrage est ainsi présenté. Le genre, ses théories et ses pratiques ne sont plus seulement l'affaire de sciences humaines et sociales. Examinons quelques-uns des raisonnements mis en œuvre et des conséquences qu'en tirent les auteurs. Les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Le premier exemple décrit est paradoxal. Il s'agit des maladies cardiovasculaires. L'introduction indique avec raison l'importance de reconnaître la symptomatologie différenciée entre femmes et hommes au sujet des maladies cardiovasculaires. Le fait est maintenant largement reconnu par les autorités sanitaires. Il existe des particularités physiopathologiques de la maladie coronaire et des symptômes atypiques chez les femmes qui sont distincts d'influences culturelles ou sociales. Exposition aux facteurs hormonaux des contraceptifs, de la ménopause ou des épisodes de grossesse. On peut attribuer le retard dans cette prise en compte assez récente, particulièrement en France, par un modèle dominant en médecine du corps masculin vu comme universel. Mais cet exemple, justement, renforce l'importance de la prise en compte des différences biologiques entre hommes et femmes et s'oppose à la thèse d'une simple construction sociale du genre qui invaliderait toute opération humaine de classification sur les corps, fondée sur la biologie ou la nature. Paradoxe, apparemment assumé par les coordinateurs d'un ouvrage où l'on retrouve les deux thèses, absence ou présence de symptomatologie différentes pour les maladies cardiovasculaires entre hommes et femmes liées à la biologie. Donc t'as un problème sympto-cardio-machin trucologique, tu vas te faire soigner, madame, je suis un homme. Bon bah on peut pas vous soigner alors. Non c'est bon, vous avez aucun symptôme. Parce que ça touche que les femmes et vous êtes un homme, donc pas de souci. Réglé. C'est cool. Les essais cliniques non inclusifs. Les auteurs attirent l'attention à juste titre sur le fait que, au moins pendant très longtemps, le sujet masculin est perçu comme un modèle universel. Cela a particulièrement été le cas en médecine et en biologie, et la question de l'inclusivité des essais cliniques est discutée. Faiblesse de la représentation des femmes, mais nouveau paradoxe assumé, l'inclusion croissante et observée avec inquiétude, car elle servirait de cheval de Troie d'une offensive de différenciation qui durcit les différences entre les sexes, et notamment leur cerveau. Bref, si l'on suit le raisonnement, il faudrait une plus grande inclusion dans les études seulement si le résultat ainsi produit, en particulier dans les études sur les animaux, ne mettent pas en évidence des différences entre mâles et femelles. En gros, on n'a pas le droit à la contradiction. La fiction universaliste. Un des apports des études de genre, selon les auteurs, serait de remettre en cause l'universalité de l'approche scientifique. Vous êtes 500 à 10h du matin, mais elle est belle la France qui travaille, pardon. L'université de l'approche scientifique, merci d'être là, au profit d'une lecture politique et située des connaissances sont dénoncés le modèle de la différence des sexes et de la colonialité du savoir, qui sous-tendent les protocoles de recherche des sciences du vivant aux sciences humaines, ainsi que la non-prise en compte des épistémologies critiques féministes et antiracistes qui affectent les équilibres cis-hétéro-coloniaux en place. 4h30 au Québec, mais qu'est-ce que tu fous? Cis-hétéro-coloniaux. C'est la première fois que je le vois celui-là. Mais du coup, il est dans une étude sur le genre. Je taffe actuellement. Taffez bien. Partagez ma chaîne pendant qu'elle existe autour de vous. Franchement, si elle survit à ça, je danse une gigue. Pour ceux qui ont la ref.
Elle est dure la ref là, elle est dure la ref. Si vous avez une ref, beau gosse, beau gosse. Les milieux scientifiques seraient ainsi crispés dans leur refus de la primauté de l'expertise des personnes concernées, souligné par nous, avec une illusion du neutre et du monopole de l'autorité scientifique. Le dernier Samaritain, putain mais Vincent. C'est ouf. C'est ouf Vincent. Qu'est-ce que j'adore ce film. Qu'est-ce que j'adore ce film. Bravo, bravo, franchement, bravo. Et Gabriel aussi, Gabriel l'a dit même avant toi, bravo. Je savais pas qu'il était aussi connu ce film, et je trouve qu'il est beaucoup oublié ce film. Il y a... Alors, je me permets une petite aparté. Dans ce film, il y a une phrase que j'ai surkiffé. Je sais plus c'est quoi le contexte, mais grosso merdo, ils disent, à un moment, il dit, c'est quoi un bon mensonge? Un bon mensonge, c'est pas juste de mentir à 100%, c'est nul, tu vas te faire avoir. Un bon mensonge, c'est de dire 80% de vérité et 20% de mensonge. Et là... Et j'adore cette phrase. Oui, mais en haut d'un échafaudage, il faut que je trouve un échafaudage. Mais j'aimerais bien le revoir, il y a longtemps. Et il y a une autre phrase. Merde, pareil, je me souviens plus du contexte. Mais en gros, t'as le mec, il veut aller pisser, et lui qui doit le contrôler, il fait « je t'accompagne », il fait « quoi ? Non mais t'inquiète pas, j'ai le droit de porter des objets lourds, j'ai un mot du médecin. » Une connerie comme ça, je me souviens plus de la phrase, mais c'est un très vieux... Je l'ai pas vu depuis peut-être 20 ans ce film, mais il m'a tellement marqué le « putain, si je survis, je danse une gigue ». Bref, on en était où ? Serait ainsi crispé dans le refus de la primauté de l'expertise des personnes concernées, souligné par nous, avec une illusion du neutre et du monopole de l'autorité scientifique. Il est question d'une fiction universaliste encore largement partagée dans nos universités, responsable d'une hiérarchie des savoirs corrélée à une notion d'objectivité profondément contestée depuis plusieurs décennies. Tu vas parler de la suite de l'affaire Liad Mabachou. J'en ai parlé, hein, la vidéo est déjà sortie. Hein. La vidéo est déjà sortie, tu l'as peut-être ratée. Les savoirs situés, ceux qui proposent de s'interroger sur la position de la personne qui produit la connaissance, sur les limites de sa vision, sur les relations de pouvoir dans lesquelles elle s'inscrit, devraient permettre une redéfinition de l'objectivité scientifique. Cette perspective est présentée comme croissant, une critique radicale de l'universalisme occidental à partir de la pensée postcoloniale et des études culturelles, des propositions du marxisme latino-américain, puis de la pensée décoloniale. Enfin, un mec qui se ramène avec ça... Tout ça pour te prouver qu'il faut différencier genre, théorie de genre, sexe et tout. Ces propos assez Alors, je vous relis la phrase parce qu'elle est quand même cool. Cette perspective est représentée comme croissante. Une critique radicale de l'universalisme occidental à partir de la pensée postcoloniale et des études culturelles, des propositions du marxisme latino-américain, puis de la pensée décoloniale. Ces propos assez indigestes en contestant toute notion d'objectivité sombrent dans les contradictions inhérentes aux diverses positions relativistes. En quoi ce discours n'est-il pas en lui-même un savoir situé sans plus de valeur que n'importe quel autre ? D'ailleurs, dans ce combat pour l'inclusion du genre dans les sciences médicales, il est regretté qu'il soit principalement mené par les classes intellectuelles blanches. Mais dans cette logique, en quoi ce savoir situé serait-il plus pertinent ou moins pertinent que celui des classes intellectuelles non blanches? On l'a vu dans la zététique Next Generation, énormément d'éléments de langage. Ah oui, t'es cis hétéro blanc. Ah oui, privilège blanc. Ah oui, tu peux pas vraiment parler parce que t'es blanc. Ah oui, t'es un homme blanc. On l'a vu plusieurs fois. La FIS, si vous regardez jamais cette vidéo, n'hésitez pas à vous intéresser à la zététique francophone. Il y a des choses aussi, peut-être à mettre en exergue, et aussi à dénoncer. Une idéologisation assez dangereuse. En renonçant à l'universalisme du projet scientifique et à la possibilité d'objectivité de faits scientifiques, c'est à toute connaissance que l'on risque de renoncer. Une médecine interventionniste occidentale. La médecine et les sciences de la reproduction sont présentées comme relevant principalement du modèle biomédical patriarcal dans lequel la critique radicale du pouvoir scientifique et médical n'est pas encore assez présente. Les auteurs font référence à un nécessaire mouvement de politisation du cabinet médical. Il faut politiser la médecine. La médecine n'est pas politisée, mais comme ça va pas dans leur sens, il faut la politiser. Parce que c'est nous qu'on a la vérité.
Une part importante de cette partie vise à la déconstruction de l'institut médical, de l'industrie pharmaceutique et des politiques de santé publique. Si ça, c'est pas la base, tu sais, genre d'un obscurantisme, d'un scientisme, d'une idéologisation, d'une politisation qui est extrêmement dangereuse, c'est ouf. La médecine interventionniste, qualifiée d'occidentale, est dénoncée sans être pour autant clairement définie. Elle est juste opposée à une médecine constructiviste. L'exemple de la pilule contraceptive est pris pour illustrer le propos. Sa prescription, jugée hâtive, reposerait sur des acceptations genrées de la médecine allopathique. Et sur une survalidation... Hey Google, donne la définition de allopathique. Selon Wikipédia, le terme « allopathie » est un concept utilisé par les tenants des médecines non conventionnelles et des pseudomédecines pour désigner la médecine conventionnelle fondée sur les faits. La médecine. Et sur une survalorisation de l'expertise scientifique biomédicale et pharmaceutique, au détriment d'autres contraceptifs et en dépit de controverses scientifiques et des savoirs expérientiels. Les contraceptifs hormonaux sont des médicaments actifs qui interfèrent avec le système hormonal des femmes. Ils ont donc des bienfaits, ce pourquoi ils sont utilisés, mais aussi des risques et des effets secondaires indésirables. N'est-ce pas alors à la science et à la biologie d'aider à mieux comprendre ces risques et ces effets secondaires afin de mieux accompagner les personnes qui veulent choisir une méthode de contraception? En quoi le savoir expérientiel, ce que l'on apprend par expérience personnelle, serait-il une alternative préférable? Bien entendu, l'expérience du patient est un élément central dans toute action médicale ou thérapeutique. Mais les expériences individuelles ne sauraient avoir une valeur universelle généralisable. Ce que veulent faire les woke et les progressistes. Avec un amalgame constant. Je pensais que Wikipédia n'était pas une source fiable. Pour quelques définitions, ça peut te donner une bonne idée. C'est pas une source fiable à 100%, mais dans 90% des cas, voilà, tu peux te faire une idée. Une nouvelle intrusion idéologique en science. La lecture de l'introduction de l'ouvrage, loin de la représentation d'un vaste champ de recherche, laisse plutôt l'impression d'un discours fortement idéologique. Les biais idéologiques aient incontestablement influencé le développement des sciences et, même si des progrès ont été faits, il serait faux d'affirmer que c'est là un passé révolu. Au-delà de la marginalisation des femmes en sciences, voire de leur invisibilisation, des conceptions erronées ont conduit à de mauvaises théorisations scientifiques. Dans le domaine médical, par exemple, il reste encore de nombreux progrès à faire. Ainsi, la Haute Autorité de Santé, dans un rapport publié en 2020, souligne que les différences entre les sexes sont nombreuses, insuffisamment documentées, trop souvent ignorées et parfois source d'iniquité en santé. Elle distingue clairement les termes de sexe et de genre. Le premier est employé pour désigner le sexe biologique d'une personne ou d'un groupe. Utilisé seul, il recouvre le sexe chromosomique, le sexe gonadique, le sexe anatomique, le sexe physiologique, et vu le nombre de fois que j'ai dit sexe, cette vidéo est démonétisée. Le second se réfère à la représentation sociale du sexe, tantôt l'expérience de genre, soit le genre avec lequel la personne est perçue en société, tantôt l'identité de genre, soit le genre avec lequel la personne se perçoit. L'agence indique alors que des efforts doivent être entrepris pour que sexe et genre soient mieux intégrés, tant dans les stratégies de santé publique que dans leur déclinaison opérationnelle. Opérant la même distinction entre sexe et genre, l'Académie nationale de la médecine, dans un communiqué datant de 2016, alertait sur le fait que la primauté donnée au genre sur les réalités du sexe risque de créer une injustice de plus. De dissocier le genre du sexe, ça va créer une injustice de plus. Mais ça, ils s'en foutent. Et rappeler que les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la maladie et doivent donc être traités différemment. Et ça, ils ne supportent pas. Mais tu peux pas mentir à la biologie au bout d'un moment. Elle appelait à faire la part des choses entre les différences biologiques liées au sexe et les contraintes sociales liées au genre. L'apport des sciences humaines à la médecine, pour ne prendre que cet exemple, pourrait être précieux. Il contribuerait à mieux prendre en compte les attentes des patients et le contexte des prises en charge. Mais il est important alors que les approches se revendiquant des sciences humaines laissent de côté, autant que possible, toute démarche idéologique. Les auteurs de l'introduction rattachent les travaux à la critique féministe des sciences, vouloir fonder des valeurs, égalité de droits et respect des personnes par exemple, sur des affirmations scientifiques, avérées ou non, comme l'absence de différences biologiques ou génétiques, ou l'influence majeure des dimensions culturelles.
C'est prendre le risque de fragiliser ces valeurs sur les faits, se révèle moins solide et infondé. L'égalité des droits entre les humains ne suppose en rien une parfaite égalité génétique ou biologique. Je trouve que l'article est très très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, la théorie de genre est dangereuse dans la science. Elle n'a rien à foutre en biologie et en science. Cette idéologie n'a rien à foutre là-dedans. Comme on l'a vu dans les vidéos, je vous mettrai dans le lien la playlist que j'ai appelée « La disparition des femmes ». J'ai une playlist qui s'appelle « La disparition des femmes » et en fait dedans, vous retrouverez des vidéos d'hôpitaux, notamment je pense à ça, d'hôpitaux prénataux, de maternité, en gros, de maternité, qui arrêtent d'utiliser le mot femme ou le mot agin pour dire trou de devant, homme enceint. Une clinique de santé pour femmes retire le mot femme jugé trop sexiste. Un hôpital interdit l'utilisation du mot agin au profit de trou de devant. De nier à ce point la biologie, c'est fou. C'est extrêmement fou. Et que le truc, c'est que au lieu de les aider, ces gens-là, on les valide. Et des scientifiques se plient. Pourquoi ? Par pression d'être transphobe ou une connerie comme ça. C'est de la folie furieuse. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. La branche Mandaxienne a conclu un pacte de non-agression avec la ZEM. On les voit plus, la ZEM. Mais je pense qu'ils ont tous rejoint Mandax pour être contre moi, en fait. On verra bien.